Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignages, psycho, lifestyle, voyage, santé. Installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello la team, bienvenue sur ce nouvel épisode de la Postcast consacré au thème des quartiers populaires au succès. Dans cet épisode, vous allez découvrir Junior, le CEO de Clamour Talent. Si vous ne le connaissez pas encore, Junior a fondé une agence de détection et d'accompagnement de talents. Dans cet épisode, vous allez voir que même en venant des quartiers, il est possible de déplacer des montagnes et vous aurez des tips pour réussir à vous lancer dans le milieu artistique. Déjà, on va commencer par une première question, Junior, par la base. Comment vas-tu ? Moi, personnellement, ça va. On a eu un long week-end suite à certains tournages, etc. Mais sinon, à part ça, oui, tout va bien. Ok, super. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, nous donner ton background, ton parcours et puis un fun fact sur toi? Moi, je m'appelle Junior. Je suis congolais, j'ai 21 ans. J'ai grandi en Italie pendant 12 ans. Et ensuite, du coup, avec ma famille, on a décidé de venir en France. Et c'est là où vraiment tout a commencé. J'ai connu un peu Paris parce que moi, j'habitais à Milan avant. Et j'étais au collège, j'ai passé mes années de collège, j'ai eu mon brevet. Ensuite, je suis allé au lycée. Et c'est vraiment au lycée où je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai passé 1 an sans domicile fixe. Et pendant ces 1 an-là, ça a été compliqué, mais ça m'a permis tout simplement de pouvoir me forger et me donner cette motivation-là pour vraiment faire quelque chose dans ma vie. Et du coup, à mes 17 ans, quand j'étais en train de passer mon bac, c'est là que j'ai décidé d'ouvrir ma première boîte, du coup, qui était Beretti Milano, une marque de vêtements. Et du coup, tout le monde me connaissait en tant que Monsieur Beretti parce qu'en fait je vendais tous ces t-shirts, survêtements, etc. Dans la cour du lycée, à la cantine, peu importe. En fait, je trouvais tout le temps un moyen pour pouvoir vendre et c'est vraiment là où j'ai commencé à faire du business. Et si je pourrais donner un fun fact, ça serait tout simplement que au départ je faisais du foot. Je pensais que j'allais devenir professionnel. Je pensais que c'était toute ma vie. Moi, je parlais que de ça. Et en fait, tout simplement, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quand j'ai commencé à faire du business, les personnes me voyaient et me disaient « Oui, mais toi, tu étais un footeux. Comment ça se fait maintenant tu fais du business, etc. » Ben, moi, j'ai dit tout simplement, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais à partir du moment où ça s'est lancé, j'ai plus jamais arrêté. Et aujourd'hui, les gens, ils me regardent encore en croyant. Ils me demandent souvent « Oui, comment t'as fait, t'as arrêté le foot, etc. » La seule réponse que j'ai à dire, c'est oui, j'ai arrêté parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux. Et pour moi, c'est assez drôle parce que je pensais pas du tout qu'un jour j'allais faire du business et aujourd'hui j'en suis là et voilà quoi. Super. Donc en fait, si je comprends bien, t'as commencé ton parcours entrepreneur très rapidement, très jeune finalement, au lycée. Oui, c'est totalement ça. J'ai commencé au lycée, j'ai commencé pendant mon année du bac. Avec mon meilleur ami, on était associés, on a décidé de créer la marque de vêtements et tout est parti de là. Vraiment, c'était au lycée. Ok, bravo pour le coup. Et comment tu as eu l'idée de lancer Clamour Talent ? Clamour Talent, c'est venu suite à cette marque de vêtements. Parce qu'en fait, pour la marque, on faisait beaucoup de shooting, on faisait beaucoup de casting parce qu'il fallait avoir des égéries, il fallait avoir des personnes qui pouvaient mettre en avant notre marque, etc. Et en fait, en faisant des shootings, on a pu remarquer qu'il y avait plein de modèles ou mannequins qui voulaient faire ça dans leur vie, mais qu'ils n'avaient personne pour pouvoir les aider, ils n'avaient personne pour pouvoir tout simplement les conseiller. Et j'ai trouvé une opportunité, je me suis dit oui, mais pourquoi pas aider ces jeunes-là? Pourquoi pas, grâce à mes contacts que j'ai pu me faire pendant 1 an avec la marque, peut-être que je peux faire quelque chose, peut-être que je peux les aider. Et c'est à partir de là où on a recruté notre tout premier talent, qui est toujours là aujourd'hui aussi.
Et c'est avec lui qu'on a tout commencé, que ce soit le management, que ce soit la manière de pouvoir gérer ses réseaux sociaux, gérer ses différents shootings avec les marques, etc. Et petit à petit, les talents, ils ont commencé à venir et aujourd'hui, on en est à là. Ok. Et du coup, t'as combien de talents dans ton agence actuellement? Depuis qu'on a commencé, on a aidé plus de 200 talents partout en France. On a aidé plus de 150 talents en Île-de-France. Et actuellement, pour l'année 2023, on est en train de partir sur une cinquantaine de talents parce qu'il y en a qui ont signé en agence, il y en a ils sont partis aussi à l'étranger. Et du coup, voilà, nous, chaque année, on renouvelle un peu notre portefeuille de talents. Ok. Et tu fais comment pour les trouver? C'est plutôt eux qui te trouvent ou c'est toi qui vas à la chasse? Nous, tout simplement, ça va des deux côtés. Dans le sens où nous, en tant qu'agence, on est là aussi pour pouvoir aller chercher les talents. Ça veut dire qu'on a toute une équipe spécialisée dans le recrutement qui va aller chercher les talents sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, etc. Mais ensuite, de l'autre côté, le talent, il peut lui aussi candidater, car chaque mois à peu près, on essaie de faire des castings pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir essayer, pourquoi pas, de se lancer dans ce domaine-là. Du coup, ça va vraiment des deux sens. Alors concrètement pour toi, qu'est-ce que ton agence apporte de plus sur le marché? Du coup, oui, ce qu'on apporte de plus par rapport aux autres, c'est le fait que chez nous, chez Clamart, on essaye vraiment de pouvoir représenter la diversité, car 90% de nos talents viennent de quartiers populaires, des banlieues, etc. Vraiment, ce qu'on veut représenter, c'est le peuple, dans le sens où tous ces talents-là n'ont pas forcément de contact, n'ont pas forcément de lien ou des relations dans ce genre de domaine, mais en fait, ils ont tout simplement envie de vivre leurs rêves. Et c'est pour ça que nous, on est là pour pouvoir les aider, les accompagner à réaliser leurs objectifs et leurs rêves. Et je pense que c'est important d'avoir un acteur comme ça dans ce milieu-là, parce que le milieu artistique, il est assez fermé. Et si personne vient toquer à la porte en disant non, il y a des personnes qui ne viennent pas du même milieu que vous, mais qui ont autant de talent que vous, essayez et vous allez voir. Je pense qu'il faut quand même ce genre d'acteur dans ce domaine-là. Ok, top. Et finalement, moi, j'ai regardé un petit peu votre catalogue de talents. J'ai un petit peu fouiné et je me suis rendu compte qu'il est multiculturel, que tu mets en avant des talents issus des minorités. Est-ce que tu penses que ça a pu être un frein pour nouer certains partenariats ou bien accroître ta visibilité? Oui, ça a été un frein. Par moments, ça a été un frein, effectivement. Je le sais, car il y a eu beaucoup de contacts qu'on a pu avoir, de potentiels clients qu'on a pu avoir, et quand on leur a envoyé notre portefeuille de talents, ils n'ont pas forcément donné suite, parce que ils travaillaient avec des marques 100% françaises, fabriquées en France, etc. Et du coup, voir un catalogue de talents comme le nôtre, ça collait pas forcément à ce que eux ils représentaient. Mais ça a été aussi une force, dans le sens où il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui ont besoin de pouvoir mettre ça en avant. Et je pense que même dans la mode, dans le milieu du luxe aujourd'hui, on peut le voir, qu'ils essaient quand même de mettre en avant tout ce qui est multiculturel, culturel, etc. Vraiment pouvoir mettre en avant des personnes qui viennent de l'Afrique, des personnes qui viennent de Chine, etc., de tout ce qui est pays asiatique. Et je pense que c'est important, et pour nous, c'est devenu plus une force. Top. Effectivement, c'est bien, parce que du coup, on se rend compte que il y a des talents en banlieue et il y a des talents aussi dans la diversité, et que ça va permettre aussi à d'autres, notamment les enfants, les petites filles, les petits garçons, de se projeter en voyant que oui, on peut être noir ou asiatique ou même indien et réussir dans le milieu artistique. Ça, c'est plutôt bien.
Du coup, on a parlé un petit peu des obstacles, mais outre le fait que le catalogue il soit quand même assez diversifié, est-ce que tu as rencontré d'autres obstacles dans ce projet-là? D'autres obstacles, oui, c'est le fait que moi-même, je viens de quartier populaire, moi-même, j'ai pas forcément beaucoup de réseaux, si on peut dire ça comme ça. Et c'est ça qui a été compliqué au début, c'est le fait d'arriver et de dire oui, moi j'ai envie de créer cette structure-là, de cette façon-là. Et c'est pas forcément facile, dans le sens où il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui croient au projet, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui pensent que c'est possible de réaliser quelque chose comme ça. Et ça a été des freins. Et après, oui, c'est le fait de pouvoir travailler seul aussi, parce qu'au début, j'ai commencé seul, j'avais pas forcément d'associé, alors que ma première boîte, j'avais eu un associé au début, mais là, la deuxième, j'ai commencé tout seul. Et tous ces freins-là, oui, ça a été des freins, mais ensuite, on a continué à travailler. Et voilà, quoi. Du coup, pour toi maintenant, aujourd'hui, être noir et entrepreneur en France, c'est plutôt une force ou un frein? À dire la vérité, je pense que tout le monde connaît la réponse. C'est que c'est un frein, mais qui est déguisé en force, si on peut dire ça comme ça. Parce que, en fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est aller dans tous les endroits où on pense que je peux pas y aller. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça vraiment mon objectif, c'est le fait de faire des événements qui ne sont pas forcément réservés à des personnes comme nous ou que les gens pensent que des gens comme nous ne peuvent pas le faire. Et j'ai envie d'être cette voix-là ou cette personne-là qui montre aux gens que c'est possible, malgré le fait que tu es noir, malgré le fait que tu viens d'un quartier populaire, malgré le fait que tu n'as pas fait une école de commerce ou quoi que ce soit, mais que c'est possible d'atteindre ces sphères-là et je pense que c'est important et c'est ce que j'essaie de faire chaque jour en tout cas. Génial. Du coup, ça rejoint bien la transition avec la question suivante. De quoi est-ce que tu es le plus fier? De quoi je suis le plus fier aujourd'hui, je pense que c'est le fait d'avoir pu créer une structure qui permet à autant de jeunes de pouvoir réaliser leurs rêves. Et pour moi, c'était quelque chose de hyper important. Et aussi, c'est les différentes invitations que j'ai pu avoir. Par exemple, la mairie de ma propre ville où j'ai grandi, qui m'ont invité pour pouvoir participer à leur remise de diplôme du bac. Et j'étais le plus jeune parmi les intervenants qui ont été invités. Ça m'a permis de pouvoir partager mon histoire et conseiller les jeunes pour leur post-bac, tout ce qu'ils allaient faire, que ce soit scolairement ou professionnellement. Et ensuite, je pense aussi, c'est l'invitation à l'événement Forbes 30 Under 30. Je pense que c'est quelque chose que j'attendais beaucoup. Et le fait d'avoir pu le faire cette année, c'était incroyable. J'ai rencontré énormément de personnes avec qui je parle encore aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment ces deux événements plus que la mort en lui-même, oui. Ok. Et du coup, cet événement, ça consistait à quoi? L'événement Forbes, en fait, c'était un événement pour récompenser les 30 meilleurs entrepreneurs de moins de 30 ans de France. Et ensuite, ils ont invité aussi d'autres entrepreneurs comme moi, par exemple, qui étaient là justement pour pouvoir participer à cet événement, ensuite faire un peu de networking, etc. Mais c'était vraiment un moment où tu retrouvais les meilleurs entrepreneurs de France de moins de 30 ans au même endroit, quoi. Ok, c'est sympa comme événement. Oui, non, franchement, c'est un événement super. Et ça challenge aussi parce que tu vois tes concurrents, tu vois les personnes avec qui tu travailles quasiment tous les jours, que ce soit les partenaires, que ce soit d'autres personnes qui t'inspirent également. Et pour moi, c'était une expérience que j'oublierai pas très tôt, quoi. Ok. Si je reviens un peu sur ton parcours, tu as dit au début que tu avais passé un an à la rue et je sais qu'ici on est un peu sans tabou et ça pourrait sûrement servir à peut-être des jeunes qui sont aussi passés par là. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé et comment tu t'en es sorti? En fait, c'est que on venait d'arriver d'Italie et quand on venait d'arriver d'Italie, on n'avait pas forcément une maison où vivre, etc. On a vécu pendant quelques mois chez une de nos tantes
C'était moi, ma mère et mon petit frère. Et ma mère, elle était enceinte. Et du coup, après ça, bah, on a dû chercher un endroit. Et en fait, on faisait l'organisme 115. Dans le sens, à chaque fois, ils nous donnaient soit des hôtels ou soit des endroits où on pouvait dormir pendant une nuit. Du coup, en fait, j'étais à l'école en même temps. Je passais mon brevet. Ça veut dire que j'allais en cours, mais je savais pas forcément où j'allais dormir le soir, la nuit. Mais par contre, je montais à tous mes potes. Je leur disais, ouais, moi j'habite à tel endroit, alors que c'est faux. Mais comment on est sorti de là? Bah, c'est le fait que ensuite, quand ma mère elle devait accoucher, ça veut dire qu'il y avait personne pour nous garder. On est parti faire quelques mois au foyer de jeunes, dans un foyer de jeunesse, etc. Moi et mon petit frère. Et après cela, quand ma mère elle a accouché, effectivement, c'est là qu'ils nous ont donné un endroit où vivre, etc. Mais sinon, oui, c'était des moments qui m'ont beaucoup forgé parce que j'avais pas forcément d'amis ou quoi que ce soit, mais mes amis, c'était les livres. Du coup, j'apprenais énormément, je lisais énormément et c'est ce qui m'a permis d'avoir certaines connaissances que je peux encore utiliser aujourd'hui. Ok, merci pour ta franchise. Et du coup, tu as vécu en Italie et en France. Est-ce que tu as gardé des contacts déjà en Italie? Est-ce que ça te plairait d'aller sur le marché italien? Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup plus compliqué d'être noir et entrepreneur en Italie? Selon toi, voilà, qu'est-ce que de tes deux expériences, en fait, qu'est-ce que tu peux en déduire? Bah, ce que je peux dire, c'est que oui, j'ai encore des contacts en Italie, j'ai encore tous mes amis d'enfance, etc., avec qui je parle. Et eux aussi, ils ont tendance à venir ici me voir. Moi, j'ai tendance à aller là-bas aussi. Et on est resté en contact, on est en très bon lien. Et ensuite, par rapport au fait de pouvoir se lancer dans le marché italien, c'est que j'ai eu beaucoup de demandes quand même pour pouvoir me lancer là-bas. Mais je voulais d'abord me concentrer sur le marché français. J'ai même un de mes mentors, du coup, qui m'a dit tout simplement, concentre-toi d'abord ici, essaie de scaler, essaie de grandir, essaie de vraiment t'implanter en France. Et après, s'il faut partir à l'extérieur, tu partiras. Et sinon, oui, j'ai déjà eu beaucoup de demandes de la part des Italiens, mais c'est pas encore le bon moment. Ok, d'accord. Ouais, chaque chose en son temps. Et puis, je crois que c'est les Italiens qui disent qui va piano va sano. Donc, Oui, après, j'ai eu l'occasion de pouvoir participer à la Fashion Week de Milan, par exemple, etc. Et oui, c'est des bonnes expériences et je pense que c'est un marché qui m'intéresse beaucoup. Je parle italien, j'ai pas mal de contacts là-bas. Ça veut dire, oui, que ça pourrait être bien aussi pour moi. Mais j'ai encore mes talents en France, j'ai encore pas mal de choses à faire en France et j'ai vraiment envie de pouvoir faire un trou dans la porte de tout ce qui se passe en France actuellement. Et c'est pour ça que je me donne totalement au marché français, quoi. ok, nice. Je pense que c'est une bonne chose. Rester centré pour après grow up. Et puis, je pense qu'après, tu pourras dupliquer un petit peu ce qui a fonctionné en France ailleurs, enfin à l'étranger, que ce soit en Italie ou dans d'autres pays. Donc, plutôt cool comme raisonnement. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat? Un jeune qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, j'en ai beaucoup d'ailleurs que j'accompagne aussi, parce qu'avec Clamor, on accompagne aussi des créateurs de marques, des designers, des stylistes, etc. Et moi, ce que je leur donne comme conseil assez souvent, c'est le fait de croire en leur projet. Croire en leur projet, croire à ce qu'ils font et surtout ne pas lâcher, car l'entrepreneuriat, c'est compliqué, ça prend du temps. Moi, j'ai commencé, j'avais 17 ans, aujourd'hui j'en ai 21. Il y en a du temps qui est passé, j'ai eu des moments hauts, des moments bas, etc. Mais il ne faut jamais lâcher. Et surtout, un des conseils que je donne le plus, c'est vraiment de ne pas avoir honte de son histoire et de pouvoir le mettre en avant. Car aujourd'hui, les gens, ils achètent plus des produits parce qu'ils aiment le produit, ils achètent souvent l'histoire, ils achètent souvent le personnage principal du produit. Du coup, ça peut être le CEO, ça peut être le designer, peu importe. Mais
c'est partager son histoire et montrer qui on est réellement. Je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, pour réussir, il faut de l'authenticité, il faut être vrai, il faut parler vrai et simplement, parce que les gens veulent être aussi inspirés et puis choisir une marque par rapport à son ADN. Donc quand il y a pas d'ADN, quand la coquille elle est un peu vide, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis, je te rejoins complètement. Être entrepreneur, c'est beaucoup d'investissement. Et au début, l'argent ne coule pas forcément à flot. Et je pense qu'il faut que les jeunes, oui, soient conscients de ça. C'est se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une longue aventure où il y aura des hauts, des bas. Et jusqu'au jour où voilà, ça va fonctionner. Et là, ça sera lancé. Mais Surtout quand tu veux vivre totalement de tes business, faut être fort mentalement. Faut être fort mentalement. Comme une personne que j'admire beaucoup dit souvent que dans les moments durs, c'est les plus durs qui durent. Du coup, je reprends souvent ça parce que c'est totalement vrai. C'est dans les moments les plus durs qu'on va voir ceux qui sont les plus durs et ceux qui arrivent à tenir pendant longtemps. Et du coup, ouais, c'est l'entrepreneuriat tout simplement. est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton business ou pas du tout? Aujourd'hui, je vis totalement de mes business. C'est que j'ai pas de salaire, j'ai pas de travail, je vis que de mes différents business parce que j'en ai pas que un. Mais oui, maintenant, je suis totalement indépendant et voilà. Donc c'est good, ça donne quand même des bonnes perspectives à ceux qui nous écoutent. Et t'as mis combien d'années à pouvoir vivre de ça? J'ai commencé à 17 ans. À 17 ans, bon, j'étais à l'école, du coup, je faisais que du business. Ensuite, à 19 ans, j'ai vraiment lancé Clamor. Et à 19 ans, en même temps, du coup, j'avais un taf à côté que j'ai fait pendant un an. Et du coup, ouais, c'est à mes 20 ans où j'ai vraiment été stable financièrement et que j'ai dit, bon, j'arrête tout, que ce soit le travail, que ce soit truc, et je me concentre que sur mon business. Du coup, c'est à mes 20 ans aussi que j'ai pris ma maison seule, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, du coup, ouais, c'est à l'âge de 20 ans où j'ai vraiment pu dire oui, c'est bon, je lâche tout et je me concentre que sur mes business, quoi. Félicitations, écoute, c'est très bien. C'est très inspirant, je trouve, pour ceux qui nous écoutent et même pour moi-même. Je trouve que c'est une bonne progression. Alors, je sais que si on se recentre du coup sur Clamor, t'es sur un marché qui est plutôt artistique, donc que ce soit les modèles ou d'autres artistes d'ailleurs. Quand on est issu des quartiers populaires, on a souvent des doutes sur sa place dans le milieu artistique, parce qu'on se rend compte finalement qu'à la télé ou même sur Instagram, finalement, les profils mis en avant sont plutôt européens. Est-ce que tu as des conseils pour réussir dans ce milieu? Est-ce que tu pourrais rassurer certains jeunes qui se disent qu'ils n'ont pas leur place dans ce milieu-là aussi? Pour moi, en fait, c'est que tout est possible. Je pense que vraiment tout est possible dans la vie, même si on prend en parallèle le milieu de start-up. On va voir qu'il n'y a pas beaucoup de start-up où il y a des personnes qui sont issues des quartiers populaires ou de la banlieue. Et en vrai, c'est vraiment dans ce genre d'endroits, c'est vraiment compliqué de se faire sa place. C'est vrai. Mais après, je pense que tout est question de volonté, de motivation et de croire en soi. Je pense que quand on prend l'exemple de Ahmed Silla, Omar Sy au niveau du cinéma, c'est des personnes qui ont su faire leur place en commençant d'en bas. Et même dans la mode, souvent on donne l'exemple de certains mannequins comme Alton Maison, etc. C'est des mannequins qui sont noirs, qui ont commencé tout en bas. Après, pas forcément en France, mais aussi dans d'autres pays. Mais quoi qu'il arrive, quand on vient d'en bas, quand on vient des quartiers populaires, quand on vient de la banlieue, c'est toujours un peu plus compliqué. Moi, je le dis tout le temps, on part tout le temps avec quelques pas en retard par rapport aux autres. Faut pas. En fait, on doit travailler 2 fois plus que les autres pour réussir. Du coup, moi, le conseil que je donne à tous les talents que j'accompagne, c'est oui, travaillons 2 fois plus que les autres.
C'est vrai. C'est vrai que tu citais des bons exemples comme Omar Sy, Ahmed Silla, t'as aussi Jamel Debbouze. Après, là où c'est délicat, c'est que finalement, il y a encore trop peu d'exemples peut-être, et on se dit c'est peut-être des exceptions. Et c'est là où ton agence finalement fait la diff, parce que on se dit que c'est un noir qui met aussi en avant des minorités. Et je pense qu'on c'est un peu notre devoir un petit peu, parce qu'on sait que c'est plus dur. On sait d'où on vient, il faut pas oublier d'où on vient et qu'il y a d'autres talents, et se dire que c'est pas parce qu'on arrive à un point B qu'il faut laisser les autres derrière. Et ça, c'est très bien aussi de motiver, d'accompagner des personnes qui sont issues des minorités, des quartiers difficiles, parce qu'il n'y a pas que des minorités dans les quartiers difficiles, et qui n'ont pas accès à ça, justement, pas accès à ce monde-là. Et je trouve que ton concept pour ça, il est vraiment génial, et il a totalement sa place dans le monde artistique aujourd'hui. En fait, j'ai pris ce concept-là aux États-Unis parce que la personne que j'admire le plus et que je suis le plus dans ma vie depuis que j'ai vraiment commencé le business, du coup, c'est Jay-Z. Jay-Z, il avait lancé à l'époque, aujourd'hui, il a toujours son label Roc Nation. Et en fait, avec ce label-là, il voulait vraiment mettre en avant les personnes qui venaient d'en bas, les personnes qui n'étaient pas forcément issues des milieux qu'on attendait. Et aujourd'hui, quand on voit son panel de talents, on voit les Rihanna, on voit même Beyoncé, on voit DJ Khaled, on voit les Meek Mill, Rita Ora, etc., qui sont tous passés par là. Et je me dis oui, c'était quelque chose que moi aussi j'avais envie de faire, mais en France, car en France, il y a vraiment personne qui a décidé de prendre ce fardeau-là, si on peut dire ça comme ça, et dire ouais, bon, on y va et on le fait. Et du coup, j'ai dit non, il faut vraiment qu'il puisse y avoir quelqu'un qui le fasse en France. Et c'est là j'ai dit bon, go, c'est parti, on le fait. Et voilà quoi. Good, écoute, je te souhaite autant de réussite que Jay-Z, voire même plus. Et c'est très bien d'avoir apporté ce concept en France, et effectivement ça manque pas mal. Et si on passait à tes projets, du coup quels sont tes projets à venir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Mes projets à venir, déjà premièrement, c'est continuer à faire grandir Clamor, continuer à faire grandir, à améliorer nos équipes, permettre aux talents de pouvoir vraiment s'épanouir dans ce milieu-là. Et aussi, pourquoi pas se lancer dans d'autres marchés, comme vous l'avez dit, le marché italien, pourquoi pas, marché américain aussi, qui m'intéresse énormément, que je commence déjà à avoir pas mal de liens là-bas. Et oui, c'est vraiment ce que je vois pour la suite. Après, on sait tous que moi, personnellement, en tout cas, vu que je suis très croyant, je crois fermement que si c'est notre destin et si c'est ce qu'on doit faire, on le fera et Dieu sera avec nous. Ça veut dire que j'essaie quand même de pouvoir être focus sur tout ce que j'ai envie d'entreprendre, et à chaque fois de dire vraiment si c'est le destin, que Dieu le fasse, et voilà. Ok, nice. Alors là, on va passer au dernier moment de ce podcast. C'est la minute libre. Un dernier mot pour la suite. Tu peux dire ce que tu veux, faire ton militant, parler de ce que tu veux finalement. C'est ton moment là. Ok, je pourrais commencer par dire tout simplement à tous les jeunes qui vont écouter ce podcast de pouvoir croire en soi, de pouvoir essayer de tout faire pour réaliser vos rêves. Peu importe les personnes qu'il y a autour de vous, peu importe les mots qu'on peut vous dire, peu importe tout ce qui peut se passer autour de vous, ne lâchez pas, ne lâchez jamais, car il n'y a que vous qui vous pouvez vraiment faire en sorte que votre rêve se réalise. Et je pense que personne d'autre pourra le faire à votre place. Du coup, foncez. Ensuite, restez focus, croyez en tout ce que vous faites. Et je pense que c'est vraiment la chose que je pourrais dire aujourd'hui. Après, pour ceux qui sont croyants aussi, c'est vraiment attachez-vous à Dieu, et Dieu fera le reste. Vous travaillez. Si vous devez vraiment aller à ce genre d'endroit, Dieu le fera. Mais en tout cas, faisons en sorte, nous tous, de pouvoir atteindre des sphères où on nous attend le moins.
Je pense que c'est ce que je pourrais vraiment dire. Atteindre des sphères où on nous attend le mot. Merci beaucoup et je tiens à te dire quand même que c'était un dernier mot et tu as choisi de délivrer un message aux autres. J'adore ton mindset parce que d'autres auraient peut-être pensé à dire un truc sur eux et non, tu as choisi de délivrer un message et c'est vraiment cool. Et j'ai adoré enregistrer ce podcast avec toi et puis je te remercie beaucoup pour ta franchise, tes conseils et puis ton état d'esprit. Merci beaucoup, merci. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la Pause Cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.